Donc, ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Jérôme Prado, qui est à ma droite, et qui est donc chercheur au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, et qui va nous présenter ce soir les bases du raisonnement humain, ainsi que la manière dont les biais cognitifs peuvent nous influencer dans notre manière de traiter les informations. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à Rémi Gervais, qui est à mes côtés et qui fait partie du comité d'organisation de la Semaine du cerveau, je vais juste donner un petit mot sur le déroulé de la soirée. Donc, Monsieur Prado va nous faire une intervention qui dure à peu près 1 heure et nous aurons ensuite un temps d'échange d'une vingtaine de minutes où vous pourrez poser vos questions. Donc, je passe sans plus tarder la parole à Rémi Gervais, avec qui nous avons pu co-organiser cette conférence et qui va vous présenter en quelques mots la Semaine du cerveau. Merci. Merci à vous tous. Ah, ici. Ça va là? Merci. Donc, chaque année, je suis très heureux de voir que vous venez nombreux à nos conférences organisées à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, que je tiens à remercier chaleureusement de nous accueillir dans ces locaux, parce que vous êtes des partenaires fidèles. Et je pense que c'est un endroit assez magique pour organiser des conférences grand public sur ces sujets. Donc, dans le cadre de la Semaine du cerveau, je ne vais pas vous donner le programme de la Semaine du cerveau. Si vous êtes là, je pense que vous avez déjà regardé le programme. Si vous avez un doute sur le programme, vous faites Semaine du cerveau sur un moteur de recherche et vous allez trouver tout ça. Certaines de ces conférences, comme celle de ce soir, je pense, et celle de demain qui aura lieu à Confluence, seront en live et seront aussi disponibles en différé. Donc, si vous manquez quelque chose, comme celle de ce soir, si vous voulez la revoir, ou celle de demain, si vous la manquez, vous pourrez y avoir accès. Mais elles ne sont pas toutes en différé. On n'est plus à l'époque du Covid. On ne fait pas toutes en différé. On fait aussi du présentiel traditionnel. Donc ce soir, ça va concerner ce qu'on appelle la psychologie cognitive et les neurosciences cognitives, autour des biais cognitifs. Comment on en est arrivé là en 30 secondes? La connaissance de la neuroscience cognitive et de la psychologie cognitive a beaucoup progressé ces dernières décennies, comme toutes les disciplines, pour au moins 2 raisons. D'abord parce que les chercheurs en psychologie ont mis des tests comportementaux, que Jérôme Prado va vous expliquer, de plus en plus sophistiqués, pour étudier comment on prend les décisions et comment parfois nos décisions peuvent être biaisées par des informations. Le deuxième outil qui a beaucoup aidé les neurosciences cognitives, c'est ces fameuses méthodes d'imagerie cérébrale, l'IRM fonctionnel, qui permet de voir ce qui se passe dans la tête des gens quand ils prennent une décision, quand ils font une décision, bonne ou mauvaise, par un biais. Donc, je pense que Jérôme Prado vous présentera quelques images obtenues grâce à ces techniques d'imagerie cérébrale, qui posent aussi des questions. Donc, je lui laisse... Jérôme Prado est chercheur CNRS, il travaille au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Il a travaillé beaucoup dans sa jeunesse sur le raisonnement, et il travaille aussi maintenant sur l'acquisition de l'apprentissage des mathématiques chez l'enfant. Et ce soir, il va vous présenter ses travaux principalement orientés sur le raisonnement. Donc, je lui laisse la parole. Merci. Merci. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Bonjour à tout le monde, bienvenue du coup dans cette conférence qui s'intitule Raisonnement et biais cognitifs. Donc effectivement, je m'appelle Jérôme Prado, je suis chercheur au CNRS et dans mon équipe de recherche actuellement, on s'intéresse beaucoup à l'apprentissage des mathématiques au sens large, la façon dont notre cerveau fait des mathématiques, et ça inclut également le raisonnement. Et en fait, le raisonnement, comme Rémi l'a dit, c'était la première chose que j'ai étudiée quand j'ai commencé ma carrière de scientifique, c'était en thèse. C'était pas si longtemps que ça, mais ça commence à dater. Ça fait une quinzaine d'années maintenant. J'ai pas arrêté de m'y intéresser et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et alors du coup, pour préparer un petit peu cette conférence, j'ai fait ce que je fais en général souvent. Je suis allé sur Internet, je suis allé voir qu'est-ce que les gens disent en fait. Est-ce qu'il y a une perception dans le public des biais de raisonnement, des biais cognitifs? Et en fait, j'ai vu que c'était largement le cas. Il suffit de taper sur Google biais de raisonnement ou biais cognitif et vous allez avoir tout un tas d'informations. Donc voilà, cette biais cognitif à connaître pour augmenter vos conversions, biais cognitif pour maîtriser dans votre quotidien en entreprise. Donc il y a beaucoup de choses dans le milieu en entreprise, des choses diverses et variées.
Êtes-vous victime de l'effet Julien Lepers? Je ne sais même pas ce que c'est, en fait, je n'ai pas regardé, mais en tout cas, ce n'est pas un nom scientifique pour ça. En fait, ce que ça veut dire, et vous allez sur YouTube, hein, et vous allez également avoir beaucoup de vidéos sur les biais cognitifs, ça fait vraiment partie de ces concepts de psychologie cognitive qui ont volé de leurs propres ailes et qui maintenant le public s'en est emparé. Hein. Et d'ailleurs, je pense que ça intéresse effectivement pas mal de monde, ce concept de biais de raisonnement, de biais cognitif. Alors, il y a quelque chose qui m'a, quand j'ai regardé ça, en fait, il y a quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est que souvent, en fait, pratiquement tout le temps, en fait, ces biais de raisonnement, ils sont présentés, dans ce que j'ai trouvé, hein, beaucoup de façon négative. Et après tout, c'est normal, ça s'appelle des biais, en fait. Comme si c'était des bugs, en fait, quelque part, une espèce d'erreur de fabrication de notre cerveau. Et c'est jamais comme ça que je les ai approchés, moi, en fait, ces biais de raisonnement. Ce que je vais essayer de vous montrer, en fait, c'est que avant tout, ces biais de raisonnement, c'est des adaptations, en fait, de notre cerveau, que notre cerveau a trouvé pour justement pallier à certaines de ses limites, en fait. Et dans la plupart du cas, en fait, les biais de raisonnement, en fait, c'est tout à fait utile, ou en tout cas les mécanismes qui donnent lieu à ces biais de raisonnement sont quelque chose de tout à fait utile, et donc du coup, il y a un éclairage plutôt positif là de ça. Donc on va parler de ça. On va parler également d'un aspect un peu historique, comment ça a émergé dans la littérature en psychologie cognitive, ce concept de biais de raisonnement. On va parler des recherches un peu plus récentes qui s'intéressent du coup aux bases cérébrales des biais de raisonnement, Rémi en a parlé. On va parler également des façons, je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser aussi, de ce que les différentes études actuelles disent sur comment les combattre, ces biais de raisonnement. Et on va finir avec quelque chose qui vient à l'esprit de beaucoup de monde actuellement lorsqu'on parle de biais de raisonnement, c'est les fake news. Et il y a depuis 5-6 ans vraiment un domaine de recherche en fait, qui émerge de ce côté-là. Si ça vous convient comme programme, on y va alors. Ça va c'est mieux que ça vous convienne en même temps. Là. Parce que là, c'est ce que j'ai prévu. Alors, une première chose en fait, qui est très rarement fait quand on parle de raisonnement et de biais cognitifs, c'est déjà de définir ce dont on parle. Sans même parler de biais cognitifs, en fait. De quoi on parle en fait, quand on parle de raisonnement? C'est pas si facile que ça à définir, en fait. Qu'est-ce que c'est que le raisonnement quand on est psychologue ou neuroscientifique? Alors, il y a eu plusieurs définitions de ça. Je vous en propose une, par exemple, qui a été proposée par un psychologue qui s'appelle Phil Johnson Laird, qui est un psychologue américain, très influent en psychologie du raisonnement. Voilà ce qu'il dit. Un raisonnement, ça pourrait être défini comme un processus de pensée qui permet de générer des conclusions à partir de perceptions, de pensées ou de déclarations. Donc pourquoi pas? Mais c'est large. C'est très large en fait comme définition. Et du coup, ça englobe beaucoup de choses en fait. On peut imaginer que là, le raisonnement, c'est un processus qui nous permet d'arriver à un certain nombre de conclusions. Quand on est psychologue et qu'on a ce genre de définition, c'est pas facile de travailler sur ça en fait. Donc on préfère essayer de parfois découper le problème en morceaux, voir si on peut définir différents aspects du raisonnement. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. Probablement l'une des façons de faire ça qui est la plus courante, et vous avez probablement déjà entendu parler de ça, c'est de définir le raisonnement en termes de est-ce que c'est du raisonnement déductif ou est-ce que c'est du raisonnement inductif? C'est une autre façon de définir le raisonnement. Alors, c'est quoi le raisonnement déductif et le raisonnement inductif? On va déjà démarrer par le raisonnement déductif. Alors, le raisonnement déductif, ça pourrait être défini comme ça, en fait. C'est un type de raisonnement dans lequel on va aboutir à une conclusion qui découle nécessairement, le mot nécessairement est important, des informations préalables. Ça veut dire, par exemple, si je vous dis « s'il pleut, le trottoir est mouillé », et vous voyez qu'il pleut, alors là, vous ne pouvez rien voir du tout, mais... Voilà, vous regardez par la fenêtre, il n'y en a pas. Et du coup, vous acceptez le fait, vous dites, ah bah oui, du coup, le trottoir va être mouillé. D'accord. C'est un exemple de raisonnement déductif. Donc, ça obéit à des normes de logique, du coup. On peut penser que ce type de raisonnement, c'est un peu artificiel, finalement, quand on étudie ça en laboratoire, que c'est assez éloigné de la vie de tous les jours. En fait, j'ai d'excellents exemples de ce type de raisonnement. D'une part, on l'utilise, en fait, tout le temps dans nos conversations. Mais un exemple qui m'a toujours frappé, moi, c'est à quel point en fait, on adore jouer même avec ce type de raisonnement. Les meilleurs exemples que j'ai de ça, c'est des jeux de société. Est-ce que vous avez une idée de jeu de société qui est basé uniquement sur le raisonnement déductif et que vous avez sûrement joué avec vos enfants, vos petits-enfants, etc. Cluedo. Un exemple
classique de jeu de... Ils n'ont pas vu les diapos avant. Hein. J'ai des personnes en fait qui ont... voilà, le Cluedo, ou si vous connaissez le qui est, c'est la même idée. Donc c'est un excellent exemple. Si vous avez du mal à approcher ce qu'est le raisonnement déductif, c'est ça. Cluedo, si vous ne vous rappelez pas, il y a une personne qui a été tuée dans un manoir. Il faut décider qui l'a tuée, dans quelle pièce, avec quelle arme. Et vous avez tout un tas de solutions. Et le but du jeu, c'est d'éliminer les solutions une par une jusqu'à ce qu'on arrive à une seule solution, en fait. Hein, une seule possibilité. Et là, la conclusion, elle est forcément vraie. Si on n'a pas fait d'erreur avant, évidemment. On peut en parler, mais... Donc c'est un exemple de raisonnement déductif. Voilà. Il s'appelle l'élimination de la disjonction. Et ça, c'est pour les puristes. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, c'est jeu typique de raisonnement déductif. Raisonnement inductif, par opposition, on va plutôt dénoter ici les types de raisonnement dans lesquels on va aboutir sur une conclusion qui va découler, mais plutôt probablement en fait, des informations préalables. D'accord ? Donc exemple classique de raisonnement inductif. Si vous êtes médecin et qu'à partir d'un tableau de symptômes, vous dites « Ah bah tiens, ces symptômes, ça fait penser probablement à ce type de maladie », en fait, on est sur de la probabilité ici. Et c'est typiquement ce qu'est le raisonnement inductif. Donc une personne qui faisait beaucoup de raisonnement inductif, tout en disant qu'il faisait du raisonnement déductif, c'est lui. Sherlock Holmes, c'est du raisonnement déductif, c'est du raisonnement inductif qu'il fait. Donc l'idée, c'est qu'avec un certain faisceau de preuves, on va aboutir à une conclusion qui est plus ou moins probable. Dans son cas, très largement probable. Et évidemment, il y a plein d'exemples dans la littérature, dans les films. On adore voir les gens faire ce type de raisonnement également. Donc ça, c'est déjà, ça nous permet de poser un peu ce qu'on pourrait imaginer comme définition du raisonnement. Quand on va parler de biais de raisonnement, en fait, on va même plutôt pencher de ce côté-là. Pourquoi ? Parce qu'un biais, ça va se définir, c'est une erreur, quelque part, on va voir comment le définir, mais ça va être défini par rapport à une norme. Et c'est beaucoup plus difficile de définir ce qu'est une norme pour le raisonnement inductif que pour le raisonnement déductif. Et je vais passer rapidement là-dessus, mais en fait, est-ce que raisonnement inductif, c'est très différent de raisonnement déductif ? Il y a plein de gens qui travaillent et qui s'interrogent sur cette notion-là. Mais déjà, ça permet de poser un peu de quoi on parle quand on parle de raisonnement. Alors, le raisonnement, en fait, est l'idée que l'être humain est un être qui raisonne, et c'est là depuis très très longtemps, en fait, depuis l'Antiquité. En fait, on a toujours souvent pensé que le raisonnement est ce qui distinguait l'homme de l'animal, etc. Et le raisonnement a beaucoup été approché au cours des siècles sous son aspect normatif, c'est-à-dire on ne doutait pas que l'être humain raisonnait, il y avait une certaine rationalité, donc avait des raisons pour expliquer ses actions. Et donc on s'attachait plutôt à définir quelles normes encadraient le raisonnement. Est-ce que c'est des normes logiques, etc., par exemple. Le premier, en fait, à avoir étudié le raisonnement d'une façon un peu plus empirique, c'est ce monsieur, en fait, que vous connaissez peut-être, qui est probablement le premier psychologue du raisonnement, aussi le premier psychologue du développement, et qui a vraiment été le premier à s'intéresser à ces aspects d'écrire le raisonnement. C'est-à-dire plus accepter forcément du coup qu'on était logique, mais déjà d'écrire en fait. Même si la théorie piagétienne, en fait, donc la théorie de Jean Piaget, voyait vraiment le raisonnement comme étape en fait importante et critique dans le développement de l'enfant. Et l'une des alors c'est très caricatural, mais ça reste quand même au cœur de la pensée piagétienne, c'est cette idée que vraiment ce qui caractérise le développement de l'enfant, c'est l'acquisition d'une logique assez formelle qui permet de structurer la pensée. Donc il y a vraiment cette idée qu'on va aller vers la logique. Voilà. Et disons, à partir des années 60, certaines personnes ont commencé à douter de ça. Et c'est le début en fait de l'histoire que je vais vous raconter sur les biais de raisonnement. Et l'une des premières personnes en fait qui a douté de ça, c'est un psychologue qui est un peu plus méconnu que Piaget, ou même que les autres que je vais vous présenter après, qui s'appelle Peter Wesen, qui est mort en 2003. Et voilà sa pierre tombale. C'est intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, c'est à mon cher mari et père Peter Wesen, donc c'est un pionnier psychologue qui transforma l'étude du développement du raisonnement humain. Et vous avez ensuite ces 4 petits
rectangle ici. Ça, c'est des cartes à jouer. Et c'est en fait emblématique de la tâche de raisonnement qu'il a inventée, qui s'appelle la tâche de sélection. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la tâche de sélection de Wesen. Si vous connaissez la tâche, je vais vous demander de vous taire. Si vous ne connaissez pas la tâche, vous allez faire l'expérience en tant que participant. Donc voilà ce que Peter Wesen avait décidé de présenter à des sujets pour essayer de tester si vraiment les sujets étaient logiques ou pas. Voilà comment ça marche. Vous êtes prêts? Il y a ci-dessous un ensemble de 4 cartes. Pour chaque carte figure une lettre sur un côté et un chiffre de l'autre côté. Okay? Les 4 cartes sont A, D, 4 et 7. Voici maintenant une règle qui peut être vraie ou fausse. S'il y a un A sur une face, alors il y a un 4 sur l'autre face. Laquelle ou lesquelles de ces 4 cartes est-il nécessaire de retourner pour décider si la règle est vraie ou fausse? Je vais vous laisser 5 minutes pour essayer voilà, vous êtes participant dans la tâche de sélection de Wesen et essayer de réfléchir un peu à ça. Ça permet de boire un verre d'eau, moi. Je vais demander les réponses après. C'est l'émission du samedi soir. Allez, vous êtes prêts? Alors, je vais poser la meilleure façon que j'ai en général de demander les réponses, c'est de les passer une par une, et puis du coup, je vais vous demander qui choisit la carte A. Alors, vous pouvez avoir plusieurs réponses, ok? On est d'accord, hein? Mais du coup, alors, qui pense qu'il faut au moins retourner la carte A? Ok? Qui pense qu'il faut au moins retourner la carte D? Qui pense qu'il faut au moins retourner la carte 4? Qui pense qu'il faut au moins retourner la carte 7? Il y en a qui pensent qu'il faut retourner beaucoup de cartes. Alors, vous voyez déjà qu'il y a une variété de réponses. En fait, je vais vous donner la réponse que donnent le plus de participants. La réponse qui est le plus donnée, très largement en fait, c'est les réponses soit A, voilà, soit A et 4. Après, ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne trouvent pas d'autres réponses, mais ça, c'est les réponses qui sont le plus données. La bonne réponse, c'est A et 7. Je ne vais pas vous dire. Mais si, je vais vous dire. Vous avez une règle ici, on va les passer une par une. Okay? Donc la bonne réponse, c'est A et 7. Et c'est vraiment, effectivement, moi, la première fois que j'ai vu cette tâche, je me suis dit, pourquoi? Alors bon, on va essayer de réfléchir à ça. Donc si je vous dis, s'il y a un A sur une face, alors il y a un 4 sur l'autre face. Okay? Donc, imaginons on prend la carte A et on la retourne. On a 2 possibilités. Soit on a un 4, soit on a autre chose qu'un 4. Si on a autre chose qu'un 4, la règle, elle est fausse. Donc, du coup, moi, je dirais que c'est pas mal informatif, en fait, de retourner la carte A. Ça va? Donc, je dirais, il faut retourner la carte A. La carte D. On retourne la carte D. Mettons, on a un 4 sur l'autre face. Qu'est-ce que ça dit de la règle? Ça dit rien, en fait, parce que la règle dit s'il y a un A sur une face, alors il y a un 4 sur l'autre face. Donc la règle, elle porte sur la carte A, on est d'accord, elle ne porte pas sur les autres. Voilà. Donc du coup, qu'il y ait quoi que ce soit derrière la carte D, en fait, ça n'a pas d'importance pour la règle. D'accord? Donc la carte D, ce n'est pas nécessaire de la retourner. La carte 4, maintenant, là, on commence à devenir intéressant. Alors, imaginons qu'on retourne la carte 4 et qu'on a un A. Qu'est-ce que ça nous dit sur la règle? Ça nous dit, ça confirme la règle. Maintenant, imaginons qu'il y a un 7 derrière, qu'il y a un B derrière. Un B, une autre lettre que le A. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit rien. Donc en fait, quoi qu'il y ait derrière la carte 4, ça ne dit absolument rien sur la règle. Conclusion, c'est pas nécessaire de la retourner en fait, cette carte.
Maintenant, prenons la carte 7. Imaginons qu'il y a un A derrière la carte 7. Ça infirme la règle. C'est exactement mon point. Du coup, en fait, vous comprenez pourquoi? Si on retourne la carte 7 et si on trouve un A, ben, c'est là que c'est intéressant de savoir. Parce qu'en fait, s'il y a un A derrière la carte 7, c'est là que la règle est fausse. D'accord? De façon générale, alors, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, mais de façon générale, en fait, les gens acceptent, enfin, quand on le présente comme ça, la solution, c'est assez fascinant de voir à quel point les gens, ah bah oui, en fait, oui. Et c'est aussi une observation, en fait, de Peter Wesen. Donc, qu'est-ce qu'on a, en fait, ici? Pourquoi, en fait, les gens font une erreur? Pourquoi ils font, le plus souvent, ils retournent A et 4? Alors déjà, il y a deux concepts intéressants dans ce que je dis. Ils font le plus souvent, c'est-à-dire les gens ont tendance à faire une erreur et ont tendance à faire toujours la même erreur. Ça, c'est une erreur qui est systématique et c'est quelque chose qu'on va commencer à appeler un biais. Parce qu'on va le retrouver chez la plupart des gens. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font, les gens, en fait, ici? Ils essaient de confirmer, en fait, la règle. Hein, on essaie toujours de confirmer la règle. On essaie de voir, OK, il y a une règle, je vais la confirmer, je vais retourner A pour voir si c'est vrai, et on ne pense pas, en fait, à l'infirmer. Et bien, mesdames et messieurs, je vous présente le biais de confirmation, qui a été mis en évidence, du coup, par Peter Wesen, et qui était le premier à utiliser ce terme-là. Alors, il a d'autres tâches qui permettent de montrer ce biais de confirmation, mais celle-là est assez flagrante. Donc, je peux vous donner ça, par exemple, comme définition. C'est une tendance qu'on a à traiter systématiquement l'information en recherchant ou en interprétant les informations qui sont cohérentes avec nos croyances préexistantes, ici avec la règle que je vous dis. Et évidemment, on me dit comme ça, croyance préexistante, je pense que vous pouvez voir à quel point ce biais autour de nous, il est assez fort, en fait, dans la vie de tous les jours. En fait, il faut bien l'imaginer, il n'est pas tout seul, le biais de confirmation, et il est là dans le cadre déjà d'une attention sélective. On est bombardé d'informations constamment, on ne peut pas prêter attention à tout, en fait. On est obligé de sélectionner le type d'information auquel on prête attention. Et l'une des façons que notre cerveau a de sélectionner ces informations, c'est par exemple d'utiliser ce biais de confirmation. On va essayer de se centrer sur les informations qui confirment en fait nos croyances préalables. Ce qui peut déboucher sur quelque chose, on va en parler de ça, sur quelque chose qu'on peut appeler le raisonnement motivé, c'est-à-dire on va essayer de chercher des informations qui confirment ce qu'on pense, et du coup, on va se motiver de plus en plus à ça. Ce qui va avoir un impact sur, par exemple, le domaine des fake news, dont on va parler juste après. Ça va? Donc voilà, le biais de confirmation, on va en reparler, parce que c'est probablement l'un des biais les plus forts mis en évidence. Alors, peut-être certains d'entre vous connaissez Peter Wesen, mais il est clairement pas le plus célèbre des psychologues qui ont travaillé sur le concept de biais de raisonnement et de biais cognitif. Les psychologues les plus célèbres qui ont travaillé sur ça, que vous avez peut-être entendu parler, au moins d'un, ils s'appellent Daniel Kahneman et Amos Tversky. C'est deux psychologues israéliens qui, à la suite du coup de Peter Wesen, ont lancé dans les années 70 tout un programme de recherche qu'ils appelaient biais et heuristiques. Et l'idée du programme de recherche biais et heuristique, c'était de montrer à quel point, en fait, ce que je vous ai montré, c'est-à-dire le fait que les gens font des erreurs qui sont systématiques sur certains types de tâches, en fait, c'est assez large, en fait, et ça représente une grande partie de la cognition humaine. Alors, c'est une découverte, si on nomme les psychologues qui ont eu une influence les plus majeure, en fait, au cours de ces dernières décennies, clairement, ils sont dans le top 5 ou dans le top 10, je ne sais pas. En fait, Daniel Kahneman a eu d'ailleurs le prix Nobel d'économie en fait, pour ces travaux-là. Amos Tversky était déjà décédé à l'époque. Il n'a pas eu le prix Nobel, mais il aurait dû évidemment, sauf qu'on ne le décerne pas à titre posthume. Alors, vous êtes ici sur une conférence sur le biais cognitif, donc je me suis dit, je vais quand même leur montrer des tâches. Alors, je vais vous montrer plusieurs exemples en fait, de problèmes emblématiques du programme de recherche de Kahneman et Tversky. Évidemment, là, vous n'êtes pas dans une situation typique de laboratoire. Vous savez que ce qui va arriver, il va y avoir des pièges, si vous voulez, mais ça peut vous donner une idée. Alors, par exemple,
Un petit problème inventé par Kahneman et Tversky. Imaginons Bill. Il a 34 ans, il est intelligent, ponctuel, mais sans imagination et quelque peu inerte. Ouais, c'est une traduction de l'anglais. Bon. Inerte. À l'école, il était fort en mathématiques, mais faible en sciences humaines. Pour vous, laquelle des affirmations suivantes est la plus probable? A. Bill joue dans un groupe de rock pour le plaisir. B. Bill est comptable et joue dans un groupe de rock pour le plaisir. Alors, qu'est-ce que vous pensez que les gens répondent en général à ça? Plutôt B? Ouais. Effectivement, les gens répondent assez massivement B, en fait. Sauf que, en fait, c'est juste pas possible, parce que c'est des combinaisons de probabilités, en fait. C'est pas possible qu'un événement avec 2 probabilités comme ça soit plus probable que l'événement seul avec une seule probabilité. Même s'il y a 5% de chances que Bill joue dans un groupe de rock pour le plaisir et 90% de chances qu'il soit comptable, bah, vous avez 5% ici, et puis ici 90% multiplié par 5%, ça vous donne 4,5%. D'accord? C'est juste pas possible. Mais en fait, les gens répondent massivement, en fait, toujours B. Alors, ils se sont vraiment... ça a été testé dans plein de populations différentes, y compris dans les campus américains les plus prestigieux, etc. On a une tendance très forte à vouloir répondre B. Je vais donner un autre exemple du même phénomène, avec et après on va parler du phénomène, avec un contexte un peu différent. Un psychologue a rédigé des descriptions succinctes d'un échantillon de 1000 participants, composé de 995 femmes et de 5 hommes. La description ci-dessous a été choisie au hasard parmi les 1000 descriptions disponibles. Alors Joe a 23 ans et termine un diplôme d'ingénieur. Le vendredi soir, Joe aime sortir en croisière avec ses amis en écoutant de la musique forte et en buvant de la bière. D'après vous, laquelle des 2 affirmations suivantes est la plus probable? Joe est un homme ou Joe est une femme? Voilà. Donc la plupart des gens, massivement, répondent que Joe est un homme. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent sur ça. Sauf qu'ils ignorent, en fait, ce qu'on appelle le taux de base, en fait. C'est-à-dire que Joe, en fait, elle sort pas, en fait, d'un pool représentatif, en fait. Elle sort d'un certain... qu'on donne, hein, c'est pas... On le donne, en fait. C'est juste qu'on a tendance à ignorer ça. Donc, c'est un exemple, hein, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples de ça, en fait. Tversky et Kahneman pensent que la raison pour laquelle on a ce type de réponse, c'est qu'on se fait une image typique, en fait, représentative, en fait, de la personne qu'on décrit. Ce qu'on appelle, par exemple, un biais de représentativité. Donc, voilà. Ce qui nous pousse parfois à ignorer, en fait, des informations probabilistes. Voilà. Un autre, qui est aussi assez célèbre, assez fort, en fait, parce que même quand on le sait, en fait, ça, c'est même... c'est le problème d'une maladie, ici. Il existe 2 traitements pour combattre une épidémie pouvant causer la mort de 600 personnes. Si le programme A est adopté, 200 personnes survivront. Si le programme B est adopté, il y a 1/3 de chance de sauver les 600 personnes et 2/3 de chance de ne sauver personne. Vous iriez sur quoi, vous? Alors, j'ai une réponse comme quoi c'est la même chose. C'est vrai. C'est vrai. La majeure partie des gens, je ne sais pas si c'est votre sentiment personnel, hein, vont sur le programme A, en fait. C'est-à-dire choisissent l'option sûre. Ils ne veulent pas prendre le risque, en fait, de ne sauver personne ici. Après, je vous dis ce que en général, on peut, si vous faites demander autour de vous, du coup. Mais c'est pas ça, c'est pas la fin du problème ici. À la rigueur, tout irait bien à ce moment-là. Là où ça commence à devenir intéressant pour ce problème, c'est maintenant, imaginons qu'on présente les informations comme ça. Si le programme C est adopté, donc j'invente 2 autres programmes, 400 personnes périront. Si le programme D est adopté, il y a 1/3 de chances que personne ne meure et 2/3 de chances que 600 personnes périssent. Alors, si vous avez bien observé, vous pouvez réaliser que C, c'est exactement la même chose que A, et que D, c'est exactement la même chose que B. Hein, c'est juste une façon différente de présenter les informations. D'un côté, on dit 200 personnes sont sauvées, de l'autre personne, on dit 400 personnes périront. Ben, vous faites ça, et la majorité des gens choisissent D. Ils préfèrent prendre un risque ici. Ouais.
Et alors, je sais pas vous, moi personnellement, si je lis ça, je me dis ouais, moi je ferais ça. Après, je suis pas forcément représentatif, mais c'est un effet assez fort. C'est un effet qu'on appelle de cadrage, qui est très très bien connu et qui vous influence au jour le jour au supermarché. Si vous allez, je sais pas, si vous achetez de la viande et il y a quel type de pourcentage de gras versus de maigre, ça dépend de comment on montre l'information en fait. Et on peut manipuler en fait assez facilement finalement ce type de cadre. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? On présente 2 fois le même problème et les gens donnent pas la même réponse. Ça veut dire que le concept de rationalité, il en prend un petit coup en fait. Et c'était vraiment au centre en fait du programme de recherche de Kahneman et Tversky. Alors, je ne vais pas passer toute ma conférence à vous montrer ce type de choses. On va aussi parler de pourquoi et de d'où ça vient, et etc. Mais c'était juste pour vous montrer de quoi on parle déjà. Donc on a vu le biais de confirmation, le biais de représentativité, le biais de cadrage. En fait, il y en a plein d'autres. J'aurais pu vous parler du biais de croyance, biais du survivant, favoritisme intragroupe, erreur fondamentale d'attribution, l'effet de Dunning-Kruger, aversion à la dépossession, biais d'optimisme, etc., etc. Il y en a plein. Voilà, qui sont qui rentrent dans la famille des biais de raisonnement. Alors, ce qui m'intéresse le plus ici, donc là c'est pour vous montrer de quoi on parle, mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est de discuter d'où ils viennent en fait, pourquoi on les a ces biais. Et au contraire de ce que j'ai beaucoup vu de cette idée que ce serait des bugs, des défauts de fabrication de notre cerveau, en fait, ces biais, ils sont hautement adaptatifs, en fait, et ils sont avant tout là parce que les capacités de traitement de notre cerveau sont limitées, en fait. Elles sont limitées, fondamentalement. S'engager dans n'importe quel type de raisonnement, et d'ailleurs dans n'importe quel type de tâche, s'il y a un concept peut-être central au domaine de l'étude de la cognition humaine, c'est celui-là, ça va demander des ressources dans ce qu'on appelle la mémoire de travail. Je vais définir ce que c'est la mémoire de travail. Mais globalement ici, c'est ce que les psychologues actuellement, lorsqu'ils s'intéressent au biais de raisonnement, appellent le système 2. C'est le système 2. Ça ne veut pas dire qu'on a une région cérébrale qui s'appelle système 2, on va en parler de ça aussi, mais cognitivement en tout cas ça rentre dans ce type de système. Alors, de quoi je parle quand je dis ressources limitées en mémoire de travail? C'est quoi la mémoire de travail? La mémoire de travail, en fait, c'est un peu notre capacité à stocker des informations et à travailler en fait de façon temporaire en fait sur ces informations. D'accord? On l'utilise tout le temps, au jour le jour, et elle a, disons, 2 défauts principaux cette mémoire de travail. C'est qu'elle est limitée. Elle est limitée à la fois dans le temps, c'est-à-dire que c'est des informations qu'on ne va pas garder très longtemps en mémoire, et surtout elle est limitée en capacité. Alors, les psychologues ont des débats sur quelle est la limite exacte de la mémoire de travail. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Peut-être avec Rémi, on pourrait rentrer là-dedans, mais si c'est 5, 6, 7, etc. Mais fondamentalement, en fait, on sait qu'elle est limitée et elle est très difficile à développer aussi. C'est toujours un très, très ancien courant de psychologie de voir dans quelle mesure on peut entraîner les gens à améliorer la mémoire de travail, en fait. C'est très, très difficile à faire, en fait. Et cette mémoire de travail, c'est probablement la contrainte principale que notre cerveau a lorsqu'il veut traiter des informations. Mais tout n'est pas négatif, en fait. Parce qu'il y a le cerveau, il a aussi inventé un autre moyen, en fait, d'éviter cette mémoire de travail. Parce qu'elle est précieuse, en fait. Si on l'encombre avec des choses, on ne va plus arriver à faire rentrer quoi que ce soit après. Donc il y a un excellent moyen, en fait, d'éviter de passer par cette mémoire de travail. Et ça s'appelle l'automatisation, en fait. Et c'est en fait comme ça que fonctionne notre cerveau le plus, en fait, au jour le jour, en fait. Il fonctionne beaucoup, beaucoup avec des automatisations. Donc, globalement, l'automatisme, il a 2 propriétés. Ça, c'est quelque chose qui se produit sans intention et qui est inconscient. Et du coup, qui ne va pas passer par notre mémoire de travail. L'exemple, je peux vous donner plein d'exemples de ça, en fait. Mais imaginez quand vous avez appris à conduire une voiture, par exemple. Vous sortez de l'école, même avec votre permis en main, vous rentrez dans la voiture, je vous garantis que vous pensez en fait exactement à tout ce que vous faites dans la voiture. Au levier de vitesse, exactement à tout. Maintenant, vous sortez de la bibliothèque, vous prenez votre voiture, vous n'allez plus penser en fait à tout ça. Tout ça a été complètement automatisé par notre cerveau en fait, ce qui permet en fait de libérer de la mémoire de travail.
ce qui peut vous permettre de vous focaliser sur autre chose, regarder vos textos, etc. Il ne faut pas faire. Mais c'est pour ça que... et fondamentalement, en fait, si on me demande parfois dans mon autre travail, qui est de travailler sur les mathématiques, on me demande parfois pourquoi les tables de multiplication, par exemple. Pour ça, en fait. Si un enfant ne connaît pas ces tables de multiplication, et ben en gros, chaque fois qu'il va rencontrer un problème un peu plus compliqué, du calcul mental, et qu'il va devoir en fait recalculer ces multiplications simples, ça va encombrer sa mémoire de travail et ça va être la catastrophe. Apprendre ces tables de multiplication, c'est automatisé en fait. C'est passé outre cette mémoire de travail. Un biais de raisonnement, c'est pareil. C'est un automatisme qui est là pour éviter en fait de passer par cette mémoire de travail. Et donc, si je vous ai parlé de système 2, c'est qu'il y a un autre système, et qui n'est pas le système 34, c'est le système 1. Et globalement, les psychologues qui s'intéressent au raisonnement vont parler de système 1 pour parler de tous ces automatismes, en fait. C'est vraiment pas nouveau, en fait, de parler de ces automatismes. En fait, l'un des psychologues, peut-être le premier psychologue expérimentaliste, William James, qui est psychologue américain au 19e siècle, s'est beaucoup intéressé à ça. Déjà au 19e siècle, la psychologie existait pas ou à peine. Voilà ce qu'il dit par exemple. Nous devons rendre automatique et habituel le plus tôt possible autant d'actions utiles que nous pouvons. Plus nous pouvons confier les détails de notre vie quotidienne à ces automatismes sans effort, plus les pouvoirs supérieurs de notre esprit seront libérés pour leur propre travail. C'est exactement de ça dont je parle. Donc du coup, tout ce système 1, en fait, il est extrêmement utile. Oui, il est mis en défaut dans certains cas, et je vous ai présenté certains cas ici, et il faut comprendre ces types de cas, et il faut comprendre ce qui les met en défaut. Mais il ne faut jamais oublier le fait que ces processus, ils sont là parce qu'ils sont indispensables, en fait, au cerveau. Donc, système 1, système 2, dont je vous ai parlé. Je vérifie le temps, pour savoir si je suis dans le temps. Donc, on peut imaginer, regarder un peu les critères de ces différents systèmes. Commençons par le système 2, du coup, qui est celui qui va faire intervenir la mémoire de travail. Il a des inconvénients, en fait. Il va être lent. Hein. C'est vraiment... on va s'engager dans un type de raisonnement plutôt posé. Il va être conscient. Tout ce qui passe en mémoire de travail, on va avoir conscience. Alors, on peut discuter de ce qu'est la conscience, mais c'est l'une des définitions, par exemple. En gros, ce qui passe en mémoire de travail va être quelque chose de conscient. Ça va demander de l'effort, par définition. Clairement, vous allez en avoir besoin dans plein de contextes. Hein, c'est pas ce que je dis, c'est que c'est pas que c'est jamais utile. Il y a plein de contextes dans lesquels c'est utile. Et on peut imaginer qu'il est moins susceptible de faire des erreurs. Il peut en faire, mais s'il fait des erreurs, c'est plutôt des défauts de traitement en fait, d'information. On va l'opposer plutôt au système 1, qui lui a des avantages et des inconvénients aussi. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Le système 1 va être rapide, il va être très rapide. C'est des intuitions, hein. C'est des instincts. Il va être inconscient, il ne va pas passer en mémoire de travail, il va être automatique, on en a parlé. Finalement, c'est comme ça que le cerveau il marche la plupart du temps. Et alors par contre, il va de temps en temps faire des erreurs. Mais voilà, ce que je vous dis, c'est qu'il est nécessaire à notre fonctionnement au quotidien. Il permet de prendre des décisions en épargnant la mémoire de travail. Et ça, c'est clé, hein, qui reste ainsi disponible pour d'autres tâches. Et il est mis en défaut dans certains contextes. Ça va ? Alors, donc pour l'instant, c'est vrai que c'est la semaine du cerveau. Je n'ai pas vraiment beaucoup parlé de cerveau. Enfin, indirectement, puisque, évidemment, tout ce qu'on fait, c'est notre cerveau. Mais depuis plusieurs décennies maintenant, on a le moyen, et c'est assez extraordinaire, ça a révolutionné le travail du psychologue cognitif. William James, il n'avait pas ça. Piaget non plus. même Kahneman et Tversky, au départ, il n'y avait pas ça. On peut regarder, en fait, le cerveau en action, en fait. Et du coup, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de voir en fait, dans quelle mesure en fait, ces différents types de systèmes cognitifs engagent des mécanismes différents. D'accord ? Alors, comment on regarde en fait, le fonctionnement cérébral de plein de techniques différentes en fait. Ça, c'est juste pour faire joli, mais c'est assez magique en fait, parce que c'est une reconstruction de vraies activités en fait, cérébrales mesurées par EEG. Donc c'est assez extraordinaire hein, ce qu'on arrive à faire maintenant avec les différentes techniques qu'on utilise.
Donc ici, vous avez un cerveau en action, donc l'EEG par exemple, hein, qui est une technique qui nous permet de plutôt mesurer l'aspect temporel du traitement de l'information dans le cerveau. Électroencéphalographie, pardon, oui, tout à fait. Électroencéphalographie, qui est une vieille technique aussi d'ailleurs, qui est toujours utilisée. Alors on utilise d'autres techniques sur le même principe. L'idée est de mesurer l'activité électrique du cerveau, ce qui est la façon dont les neurones communiquent. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une résolution temporelle qui est assez importante. Alors moi, ce que j'utilise, c'est pas trop l'EEG. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'EEG. J'utilise un autre type de technique. Vous connaissez peut-être la machine si vous êtes allé à l'hôpital pour faire un IRM du genou ou ce que vous voulez. Donc c'est l'imagerie par résonance magnétique. Donc là, je définis le terme, je n'oublie pas. On utilise surtout un mode spécial de ça qui s'appelle fonctionnel, qui nous permet... Alors déjà, on ne met pas le genou dans la machine, nous on met la tête. Et on essaie de mesurer, on a l'activité cérébrale pendant que les gens font telle ou telle tâche. C'est pour ça qu'il y a un petit, vous voyez le petit miroir là. En fait, cette personne, elle voit en fait un écran et on va lui présenter différents types de stimulation. On peut mesurer l'activité cérébrale. Alors, ça ressemble à ça. J'ai même une petite vidéo. Donc ici, vous avez un IRM qui représente la structure du cerveau sur lequel on a mis en fait... on a surimposé des activations cérébrales qu'on obtient en IRM fonctionnel. D'accord. Donc c'est assez fascinant. Hein, c'est vraiment. Alors, l'IRM n'utilise pas la même propriété que l'EEG. Donc l'IRM, c'est plutôt une technique qui va utiliser l'aspect les flux sanguins. En fait, ça va mesurer les flux sanguins dans le cerveau. Et l'idée de base, en fait, si vous voulez comprendre comment ça marche, c'est assez simple en fait. Notre cerveau, comme partout dans notre corps, il a besoin d'oxygène. Donc quand certaines régions du cerveau vont marcher, on fait l'hypothèse qu'elles vont demander de l'oxygène. Si elles demandent de l'oxygène, elles vont demander un afflux de sang. Ça permet de mesurer l'afflux de sang. Ça va ? Alors, donc voilà, j'ai montré des cerveaux. Je vais vous montrer une expérience que j'ai, du coup, l'expérience de ma thèse, en fait, qui était sur le raisonnement, où du coup, ça va vous montrer comment on étudie ce genre de choses en IRM. Là, l'idée, c'était que les participants étaient dans un scanner IRM et on mesurait leur activité pendant qu'ils voyaient des espèces de règles conditionnelles. Donc, si alors. Donc, ça ressemblait à ça. Imaginez, vous êtes dans un scanner IRM, ça fait beaucoup de bruit, c'est pas très agréable, si vous connaissez l'IRM. Donc là, j'ai pas mis le son de l'IRM, mais on présentait ce type de choses aux participants. On disait, ah tiens, s'il y a un H, alors il y a un carré. Et puis on leur présentait ensuite, hop, une petite image comme ça, et ils devaient dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. D'accord ? Donc là, tous les exemples que je vais vous montrer, c'est vrai, mais vous allez voir que on manipulait la difficulté en fait du raisonnement. Parfois, on disait, ah ben maintenant, s'il n'y a pas de H, alors il y a un carré. Hop, et là, on montre un P et un carré. C'est toujours vrai, sauf que du coup, ce sur quoi on travaille, c'est pas ce qui est mentionné dans la règle. Donc il faut commencer à s'abstraire un peu de ce que la règle indique. Je peux vous donner aussi, s'il n'y a pas de H, alors il n'y a pas de carré. Et on présentait ce type de choses. Alors là, c'est vraiment pour vous épargner, parce qu'en fait, on avait évidemment des conditions dans lesquelles c'était vrai, des conditions dans lesquelles c'était faux, et même des conditions dans lesquelles on demandait aux gens d'infirmer la règle plutôt que de la confirmer. C'était un peu... Voilà. L'idée, en fait, c'était quoi ? C'était d'essayer de stimuler un peu le raisonnement, de voir qu'est-ce qui se passe, en fait, lorsqu'on demande aux gens de raisonner avec ce type de règles et qu'on le fait de façon de plus en plus difficile. Et globalement, l'idée, c'était que plus on allait augmenter la difficulté, plus on allait voir potentiellement ce système 2, en fait, dont je vous parle. Et donc, voilà les résultats, par exemple, de l'étude, avec notamment des activations que vous pouvez voir qui sont plutôt frontales, en fait, dans le cortex préfrontal, qui est, disons, le siège de nos comportements les plus évolués, en tout cas de notre contrôle, le contrôle des comportements, donc ce qu'on appelle les fonctions exécutives, et également du raisonnement ici. Donc vous avez tout un système en fait qui se met en activité ici. Et ce qu'on a vu également, c'est que plus on augmentait en fait là, cette demande du système 2, et plus d'autres régions diminuaient. Et ces régions, on les a vues ici. Donc alors ça vous dit pas grand-chose ici, mais c'est à l'arrière du cerveau. Donc ça, c'est des régions plutôt visuelles.
Et ce que ça vous dit, c'est qu'en fait, plus on augmentait en fait la difficulté du raisonnement, plus les gens devaient faire abstraction des formes et des lettres qui étaient présentées dans la règle, et plus l'activité des régions visuelles en fait diminuait. Ouais. Et en fait, ce que ça vous montre en fait, c'est une espèce de balance ici entre deux systèmes différents, qui sont les systèmes dont je vous parlais, qui sont le système 1 et le système 2. Le système 2 étant plutôt en général assez commun aux différents types de tâches qu'on peut faire. Donc ça va impliquer la mémoire de travail, même si en fait il y a des différences dans les types de mémoire de travail qu'on peut utiliser, spatial, verbal, etc. Mais je ne vais pas en parler ici. Le système 1, par contre, lui, va être très très dépendant du type d'information qu'il va falloir quelque part supprimer, inhiber, faire abstraction de. D'accord ? Donc ce que vous voyez ici, c'est cette espèce de balance. En fait, la question qui préoccupe beaucoup de psychologues actuellement et depuis une quinzaine d'années, c'est comment elle est réglée, cette balance, en fait. Qu'est-ce qui fait que notre cerveau parfois penche vers le système 1, parfois penche vers le système 2 ? Et il y a plusieurs hypothèses sur ça. La première, c'est que, une première idée, c'est que le système 2, il prend le relais quand le système 1 est épuisé. Peut-être que le système 1, c'est des intuitions, ça démarre à chaque fois, et puis quand ça s'épuise, le système 2 prend le relais. Problème avec ça, c'est qui est-ce qui décide en fait quand on passe le relais ? Qui est-ce qui décide quand le système 1 est épuisé ? Ça, c'est presque un problème un peu philosophique, c'est que du coup, on a du mal à voir comment ça peut fonctionner dans le cerveau sans faire l'hypothèse qu'il y a un petit bonhomme dans le cerveau qui va dire à un moment... et donc, du coup, s'il y a un petit bonhomme dans le cerveau, si on est obligé de penser en tant que psychologue qu'il y a un petit bonhomme dans le cerveau qui décide, on n'a rien trouvé du tout, en fait. Donc, c'est un modèle qui a des inconvénients. On peut imaginer un modèle où le système 2 fait la course en même temps que le système 1. Les deux démarrent en même temps. Le premier arrivé gagne la manche. Le problème, c'est que dans ce cas-là, c'est complètement un peu idiot d'avoir deux systèmes. Si à chaque fois le système 2 démarre, ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, il y a une idée qui est extrêmement intéressante et que je voulais vous présenter, parce qu'en plus, c'est une idée proposée par un psychologue qui travaille à Paris, en France, qui est que peut-être qu'en fait, le système 2, il suit déjà des intuitions logiques. Peut-être qu'on a déjà des intuitions logiques qui démarrent en même temps que d'autres intuitions, et que c'est uniquement quand ces intuitions sont en conflit que le système 2 va démarrer. Alors pourquoi il pense ça ? En imaginant des petites tâches qui font mal à la tête un peu, je vais vous montrer comment ça marche, des tâches à double réponse. Il présente des petits problèmes à des participants, en plus en chargeant leur mémoire de travail, en leur demandant de faire un truc en même temps, et il leur demande de donner une première réponse intuitive à un problème. Comme ça, hop. Les participants donnent ça, et ensuite, ils ont un peu plus de temps pour réfléchir au problème. Et ce que ce psychologue-là fait, son équipe, c'est de voir est-ce que, en fait, dans les cas où les gens ont donné une bonne réponse à la fin, finalement, est-ce qu'ils l'avaient déjà au départ, en fait ? Est-ce qu'il y a déjà des intuitions ? Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, vous avez un exemple de ça. Vous allez avoir un petit problème. Vous devez mémoriser une matrice, résoudre le problème, reconnaître la matrice. Donc ici, vous voyez quelque chose, vous devez garder ça en mémoire. Donc, regardez, après vous avez un petit problème. Marc a 10 € dans la poche de son pantalon. Marc donne 5 € à son ami Tom. Combien reste-t-il à Marc ? 5 €. Quelle est la matrice représentée au départ ? Et maintenant, vous avez le temps. Vous voyez l'idée ? C'est juste pour vous présenter le mécanisme un peu. Mais l'idée, c'est de dire, OK, on va essayer de présenter un problème le plus rapidement possible. C'est ce qu'on appelle le paradigme de double tâche. Et en fait, lorsqu'on fait ça, on se rend compte, en fait, que les gens ne sont pas si biaisés que ça, en fait. C'est que souvent, les réponses délibérées correctes, elles sont le plus souvent précédées de réponses intuitives qui le sont aussi. Et donc, du coup, qu'il est tout à fait possible de générer des réponses correctes intuitives qui n'ont pas besoin d'être corrigées, en fait, par de la délibération. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aurait ce concept que je trouve qui est extrêmement intéressant, d'intuition logique. Ce psychologue s'appelle Wim Denis, travaille à Paris. Et donc, il fait cette hypothèse-là, en fait. Et donc, du coup, ça permet un peu de résoudre, jusqu'à ce que... Il y a toujours un débat, il y a toujours des débats en psychologie, de toute façon. Mais l'idée, en fait, c'est d'essayer de proposer un mécanisme qui pourrait permettre au système 2 de démarrer, uniquement lorsqu'on a un conflit entre des intuitions plutôt logiques ou plutôt pas logiques.
Et donc, du coup, fondamentalement, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça veut dire que la logique, c'est pas forcément le propre du système 2. On peut avoir tout un tas d'intuitions qui sont aussi logiques. Alors, d'où elles viendraient, ces intuitions? Donc, c'est vraiment des programmes de recherche tout à fait récents. Tiens, ça me permet de vous présenter un petit problème que vous avez peut-être vu parce qu'il commence à devenir tellement célèbre, celui-là. La batte et la balle. Vous connaissez? Alors, si vous ne connaissez pas, voilà. Une batte et une balle coûtent ensemble 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Quel est le prix de la balle? « 10 centimes ?» Vous imaginez bien que la première réponse, si ça vous paraît évident, c'est pas possible. mais mettons qu'elle coûte 10 centimes. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Eh ouais, 5 centimes. Sinon, ça marche pas. Ça va? C'est de... Il faut poser quoi, voilà. Je laisse un peu le... Vous pouvez calculer dans votre tête, mais ça ne marche pas en fait. Si vous pensez que voilà, si la balle coûte 10 centimes, vous allez dépasser le prix total. D'accord? Donc c'est un problème très classique. Donc la réponse intuitive, souvent, c'est ça. Pas de tout le monde en fait, mais souvent c'est ça. Si on présente en fait ce problème à des élèves ici, des collégiens, des lycéens en fait, vous allez toujours avoir le même type de biais, mais vous allez voir qu'en fait, les réponses intuitives, donc les premières réponses que les gens donnent, on commence à avoir plus de réponses correctes, en fait, même des intuitions, en fait, même chez des lycéens, qui évidemment ont pratiqué un peu plus le concept qui est derrière. Donc plus un concept logique est pratiqué et rencontré, plus il serait automatisé et plus il est probable qu'il puisse être appliqué sans effort. Même si vous voyez que ce n'est pas si facile que ça, en fait. Et pourtant, vous savez qu'il y a des biais dans ce que je vous... des pièges, en fait, dans ce que je vous montre. Alors... Ok, on n'est pas trop mal. Alors, on a posé le problème, on a vu les systèmes 1, système 2, on a vu un peu dans le cerveau, on a vu les différents concepts théoriques. J'espère que vous suivez toujours. Quelque chose qui est assez intéressant, évidemment, pour tout le monde, c'est de penser, OK, bon, maintenant on a vu ça, est-ce qu'on peut améliorer le raisonnement? Et c'est pas facile, en fait. Déjà, la première réponse, en fait, c'est que c'est pas facile. Mais il y a quand même quelques pistes, je vais vous en donner 3. Voilà. Comme ça, vous pouvez sortir ce soir en disant, voilà, j'ai des idées. De choses qui marchent, en fait, et qui vraiment semblent marcher dans la littérature. Alors, une chose intéressante, en fait, c'est raisonner en groupe, en fait. La tâche de sélection que je vous ai montrée. Si vous donnez ça à des participants seuls, vous allez avoir le taux de bonne réponse qui est très bas en général, comme vous avez pu en faire l'expérience. Maintenant, si je vous avais dit, mettez-vous un petit groupe de 3, 4, 4, 5 et essayez de réfléchir à ça. Et c'est pas forcé en fait, mais ce qu'on trouve en fait, c'est que la bonne réponse tend à émerger. Et ça, c'est vachement bien. Ça veut dire qu'en fait, dans ces groupes-là, s'il y a une variété de réponses, les personnes qui ont la bonne réponse ont tendance à convaincre les autres plutôt que des autres personnes, en fait. Donc, raisonner en groupe, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qui est sur lequel travaille, par exemple, notre psychologue français. Je fais beaucoup la pub pour les psychologues français. En plus, semi-local, qui était Hugo Mercier. Tu te rappelles d'Hugo ? Qui a beaucoup travaillé sur ça. Hugo Mercier, il travaille à Paris aussi. Et il pense que le raisonnement... en fait, on le voit trop comme quelque chose d'individuel, d'individualiste, on fait son sudoku dans son coin. Mais en fait, le raisonnement, il est comme toute la cognition humaine, elle est sociale, en fait, la cognition humaine. Et le raisonnement, pour lui, en fait, et c'est sa grande théorie, c'est qu'il est là, il a évolué chez l'être humain pour des besoins plutôt d'argumenter, de convaincre les gens, en fait. D'où, en fait, ces aspects sociaux. Et donc... alors, il montre même quelques conditions pour que ça marche. Par exemple, ces effets facilitateurs du raisonnement. Ça, c'est plutôt une diapo que je montre quand je parle à des enseignants, par exemple. Parce que du coup, c'est tout à fait pertinent. Peut-être qu'il y a des enseignants, du coup. Donc, par exemple, il faut que les membres du groupe, évidemment, puissent parler librement. On ne peut pas avoir de débat si... pas d'attaque personnelle.
Il faut avoir la possibilité de discuter aussi longtemps les différents arguments. Et puis, il faut des groupes qui soient pas trop petits, pas trop grands non plus, pour qu'il y ait une variété d'opinions, mais qu'il y ait suffisamment peu de monde pour que tout le monde puisse les exprimer. Voilà. Donc, mais avec ces principes, c'est possible d'améliorer le raisonnement. Deuxième piste, ça c'est quelque chose qui est étudié par l'équipe de Wim Denis, expliquer tout simplement la structure des problèmes. En fait, donc il y a plusieurs études, très très récentes en fait, dans lesquelles l'équipe de Wim Denis a essayé d'expliquer en fait aux participants la structure des problèmes. Et ce qu'ils voient en fait, c'est que non seulement les participants sont à la fin de ces explications tout à fait capables de, quand on change les problèmes, de donner une bonne réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est même la réponse intuitive en fait qui arrive à être mis en avant. Et puis le troisième, je vous le montre parce que je le trouve assez fascinant en fait comme effet, c'est raisonner dans une langue étrangère. C'est marrant ça. Hein. C'est un effet qui a été découvert au début des années 2010. Donc sur ce type de tâche, par exemple, vous avez ce type de tâche, vous vous rappelez, hein, programme A, programme B. Ici, vous avez une façon de représenter en fait les erreurs les réponses des participants. Vous avez le pourcentage de gens qui choisissent en fait ce programme plutôt que ce programme. Okay, lorsqu'il y a des gains ou lorsqu'il y a des pertes en fait. D'accord ? Donc vous voyez que la plupart des gens choisissent ce programme lorsqu'il y a des gains, lorsque c'est présenté en gain, les personnes qui survivent. Et il y a beaucoup moins de personnes qui choisissent ce programme lorsque c'est présenté comme des pertes. Okay, donc vous avez cet effet chez des anglophones, ici ou ici, et vous avez cet effet chez des Coréens également. Donc ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont également demandé aux gens de faire la même tâche, mais dans une autre langue, une langue qu'ils connaissaient, mais ce n'était pas leur langue maternelle. Donc c'est un peu comme l'anglais pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire une langue qu'on a appris à l'école, qu'on maîtrise plus ou moins, mais en tout cas, on n'est pas aussi fluent, je ne sais pas comment on dit en français. Voilà, à l'aise, merci. Qu'on est en français. Donc vous avez ici anglais, japonais, coréen, anglais, anglais, français. En fait, le biais disparaît. Et ça a été répliqué à plusieurs reprises, en fait. On a quelques explications de pourquoi, mais on pense qu'il y a deux grandes idées. La première, c'est qu'en fait, on est moins à l'aise, justement, dans ce type de langue. Donc, du coup, ça va nous pousser à faire plus attention, en fait. C'est un peu paradoxal, hein, mais ça va nous pousser à faire un peu plus attention, alors que dans une langue dans laquelle on est très à l'aise, on va répondre plus instinctivement. Et il y a une autre idée aussi, c'est que potentiellement, c'est une langue qui est rattachée à moins d'aspects émotionnels. C'est une langue qu'on a appris qui à l'école en général, et que du coup, peut-être on a moins d'attaches émotionnelles, et du coup, on répond moins de façon émotionnelle. Alors, voilà. Donc c'est intéressant, surtout qu'en fait, c'est un problème qui se pose... Enfin, un problème. Disons que ce n'est pas un problème, mais c'est un contexte qui est extrêmement intéressant, parce que de plus en plus de gens travaillent, en fait, dans une langue étrangère. D'accord ? En Europe, en fait, on n'a presque plus personne en fait, qui parle anglais, ou en tout cas le peuple qui a anglais comme langue maternelle. On a les Irlandais encore. Mais voilà, c'est très courant de faire ce genre de choses. Je vous propose, peut-être je vais dépasser pas de beaucoup. Je vous propose de terminer sur quelque chose qui me paraît aussi intéressant, important aussi, parce que dans le champ du raisonnement, les gens commencent à travailler de plus en plus dessus. C'est ça, le concept de fake news. Pourquoi ? Parce que c'est assez lié, en fait, à ce que je vous ai raconté. Vous allez voir comment et pourquoi. Déjà, qu'est-ce que c'est des fake news ? Parce que vous avez bien un sentiment de ce que c'est, mais poser une définition, c'est toujours un peu différent. Alors, ce sont des informations qui sont fabriquées, hein, et qui imitent le contenu des médias d'information dans la forme, mais pas dans le processus organisationnel ou l'intention. C'est vraiment ça, en fait. Les fake news, en fait, ça nous inquiète, pas parce qu'en fait c'est faux, mais c'est parce qu'on pense que c'est faux intentionnellement pour tromper les gens. Hein. Donc, c'est ça qui est critique. Et évidemment, c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup
exploiter en fait la première chose dont je vous ai parlé, ce biais de confirmation qui est présent, et également l'attention sélective et le raisonnement motivé. Alors, il y a tout un champ de recherche en fait sur les fake news qui a évolué, ce qui n'est pas quelque chose sur lequel je travaille, mais spécifiquement, mais du coup, je suis ça un peu parce que ça m'intéresse aussi. Alors, il y a par exemple des études qui se sont dit, tiens, qui se laisse convaincre par les fake news? Est-ce que ça a un lien avec système 1, système 2? Donc, Gordon Pennycook, là, qui est l'un c'est un psychologue américain qui travaille beaucoup sur ça, a fait par exemple ce type d'expérience avec un peu plus de 1600 participants. L'idée, en fait, c'est de présenter à ces participants des fake news et des vraies news. Et l'idée, c'est que les participants disent est-ce que pour vous, c'est vrai ou c'est faux? D'accord? C'est ça la tâche principale, c'est pareil. Voilà. Et puis, en même temps, juste après, ils remplissent un petit test de raisonnement qui s'appelle le CRT, qui inclut des problèmes comme la batte et la balle, etc. D'accord? Qui mesure en fait la propensité des gens à répondre plus ou moins en utilisant leur système 1 ou leur système 2. Donc ça ressemblait à quoi les fake news, ce genre de choses? C'était en anglais. Mais voilà. Et donc alors ils jouaient aussi sur les appartenances politiques des gens. Ils voulaient voir s'il y avait plus de fake news du côté républicain ou démocrate. C'était aux États-Unis. Globalement, la chose qui est importante à sortir de là, c'est que en fait, comme on pouvait s'y attendre, vous avez ici le taux de discernement. Donc plus ça va vers là, plus les gens sont capables de discerner fake news de vraies news. Et plus on va là, moins ils sont capables de le faire. Ici, vous avez les gens qui engagent plutôt leur système 2. Ici, les gens qui engagent plutôt leur système 1 sur le test. Et donc, vous avez effectivement en fait, cette association qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, accepter des choses comme fake news, c'est plutôt associé potentiellement à un manque de délibération. Maintenant, il faut faire attention parce que ça, c'est une étude de corrélation, d'accord? On ne sait pas trop qui cause quoi ici, mais en tout cas, ça semble aller main dans la main. Je vais vous montrer des études qui sont un peu plus intéressantes parce que justement, elles vont vers la causalité, c'est-à-dire elles vont essayer de voir si est-ce qu'on augmente la délibération, est-ce qu'on a moins tendance à accepter les fake news. Là, je saute plusieurs diapos déjà. Alors, comment on les combat? Je pense que vous avez déjà des idées de ce qui est fait. Ça, c'est probablement ce qu'on a le plus. On va dans n'importe quel site de médias. Maintenant, vous avez le fact-checking. Donc, cette idée d'avoir des gens qui vous disent, qui cherchent si effectivement l'information elle est soutenue par un certain type de preuves ou pas. Ça marche plutôt bien, en fait, de façon générale. Les gens ont plutôt tendance à être convaincus par ce genre de choses. Le problème, il est pragmatique, en fait. C'est que c'est difficile de s'attaquer à toutes les fake news avec ça. Parce qu'en fait, il y en a trop. Et du coup, il faut les sélectionner et en fait, on est toujours en train de courir après. Donc, c'est intéressant, mais ce n'est pas très applicable de façon générale. Deuxième solution, vous avez peut-être aussi vu, c'est éduquer les gens aux médias numériques. Donc, par exemple, voilà 10 conseils de Facebook. Méfiez-vous des titres, examinez attentivement l'adresse, effectuez des recherches sur la source, faites attention aux mises en forme inhabituelles, etc., etc. Est-ce que ça marche ou pas? Parce que là, je suis avant tout là en tant que scientifique, pas en tant que représentant de Facebook. Il se trouve que ça a été testé très récemment dans une grande étude avec des milliers de personnes qui a été publiée en 2020. Et ils ont regardé en fait si ce type d'intervention-là marchait. Donc ici, vous avez le taux d'acceptation de l'information en fonction de si elle est fausse et si elle est vraie. Ça, c'est des participants qui n'ont pas eu l'intervention. Donc ça vous donne une idée de base, en fait. Donc évidemment, c'est normal que du coup, il y a un taux d'acceptation de la fake news qui est moins bon que celui-là, mais qui est quand même élevé. Après l'intervention, ça ne change pas trop au niveau de la vraie information. Par contre, ça descend effectivement au niveau de la fausse information. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même mesurable. C'est-à-dire que ça a un certain effet qui est mesurable. Donc, c'est la deuxième piste. Troisième piste, qui est intéressante, le vaccin. Alors, ce n'est pas en termes de fake news. On n'est pas là pour parler de Covid.
c'est vraiment le vaccin contre la fake news. Alors ça part d'une idée de psychologue, en fait, qui est le concept d'inoculation psychologique. Donc c'est cette idée de dire, est-ce qu'on peut conférer, un peu comme c'est l'analogie avec le vaccin, une résistance psychologique à la persuasion, en exposant, en fait, de façon préventive, les gens à une version affaiblie d'un argument qui est trompeur. Vous voyez l'analogie avec le vaccin? Je vais vous montrer en gros comment ça marche. Mais l'idée, c'est d'exposer les gens au type de stratégie, doucement, le type de stratégie qui sont utilisées par les gens qui conçoivent les fake news. Alors, si vous voulez, vous pouvez rentrer à la maison et essayer vous-même. Pourquoi? Parce que les gens qui ont développé ce type d'approche ont mis au point un jeu qui s'appelle Bad News. Donc, vous avez un petit... vous voyez comment ça marche ici. Donc, l'idée, en fait, c'est que ça vous met dans la peau de quelqu'un qui doit générer des fake news. Et vous devez prendre des décisions pour avoir différents types de badges. Discrédit, conspiration, trolling, je ne sais même pas comment le traduire ça, polarisation, voilà, etc. Donc l'idée en fait c'est d'exposer les gens à ça en leur montrant l'envers du décor en fait. Donc il est complètement accessible. Alors c'est marrant parce que j'ai regardé, il est en plein de langues différentes, sauf le français. Mais si vous parlez, et c'est vrai, si vous parlez espéranto, eh ben il y est. Donc bon, bref. Donc si quelqu'un veut le traduire, je pense que... donc là, ils ont fait tester 15 000 participants. Ils devaient jouer à ce jeu avant et après. Enfin, ils devaient juger la véracité d'informations avant et après avoir joué à ce jeu. Donc la façon classique dont on teste une intervention. Donc ça, c'était des informations classiques, contrôle. Donc là, il n'y a pas de différence dans le taux de jugement, ce qui est normal. Mais vous voyez que globalement, ça a l'air aussi de marcher sur les 3 types de fake news qu'ils présentaient. Donc il y avait un personnage, je ne sais pas comment on dit, conspiration et je ne sais pas comment on dit non plus. Peu importe. Bref, des fake news. Donc ça, c'est la troisième chose. Et la dernière chose, pour que je termine très rapidement. Et ça va beaucoup rejoindre en fait ce dont on a déjà parlé. Hein, c'est inciter les gens à ne pas se précipiter. Les psychologues, parfois, ils n'inventent pas des idées miracles en fait. Mais déjà, il faut les tester et il faut voir comment ça peut s'implémenter dans la vraie vie. Alors ça repose sur quoi? Ça repose sur ce que je vous ai dit en fait. Ça repose sur l'idée que les gens ne prennent souvent pas le temps d'engager le système 2 par exemple et restent à un traitement qui est relativement superficiel. Donc, est-ce que aider les gens à s'engager dans la délibération aiderait à combattre les fake news? Il y a plusieurs études qui permettent de dire que ça semble être le cas. Donc ici, on avait à peu près 1600 participants. C'était un paradigme de double tâche. Vous vous rappelez, hein, on donne une réponse intuitive et puis ensuite on donne une réponse plus délibérée. Et donc il y avait donc différents types de... donc il y avait différents types de problèmes en fait. Il y avait des problèmes qui étaient vrais et des problèmes qui étaient faux. Et en fait, la chose que je veux vous montrer, c'est que globalement, lorsqu'on donne plus le temps aux gens de réfléchir en fait sur les problèmes, en fait, ils ont tendance à donner une réponse qui est plus correcte. D'accord ? Donc en gros, ça veut dire que donner plus le temps aux gens, ils ont tendance à corriger leur réponse. Ça va ? C'est un peu compliqué comme graphe, donc du coup, je ne vais pas le décrire. Ça, c'est intéressant, mais c'est vraiment sur une expérience de laboratoire. Cette dernière étude dont je vais vous parler, en fait, a fait ça sur Twitter. Et l'idée, en fait, c'était d'envoyer en fait, des messages qui focalisent l'attention sur la véracité des informations. Donc, en gros, l'idée, c'était que parfois, au hasard, en fait, les chercheurs envoyaient des messages qui focalisaient l'attention sur, pas sur est-ce que c'est nouveau comme information, etc., mais est-ce que c'est précis, en fait, comme information. Donc, c'est vraiment juste l'idée de faire penser les gens à la précision de l'information. Et donc, c'est une étude énorme. Hein, et en fait, ce qu'ils ont regardé, en fait, c'est une fois qu'on a fait ça, avec ces personnes-là sur Twitter, est-ce qu'ils ont tendance à plus retweeter des médias, disons, conventionnels, ou plutôt des médias
qui ont tendance à relayer des fausses informations. Et globalement, plus ça augmente en fait, et plus les gens ont tendance à retweeter des médias conventionnels, et plus ça diminue, et plus c'est des médias conspirationnistes, etc. Et donc globalement, en fait, cette petite intervention semble avoir un certain effet. Donc c'est intéressant, par exemple, juste de donner quelques indices et de montrer aux gens que est-ce que d'après vous c'est précis comme information ou pas, est-ce que c'est correct comme information. Donc juste les amener en fait à penser à ça. Voilà, donc ça c'était mon petit tour d'horizon sur la psychologie des fake news et en quoi c'est du coup lié à tout ce que je vous ai montré juste avant. Et ben je vais terminer ici. Donc qu'est-ce que je vous ai dit? Plusieurs choses. La première, c'est que notre raisonnement il est biaisé dans un certain nombre de contextes. Mais il faut jamais oublier en tête que en fait, ces biais, en fait, elles arrivent là à cause d'intuitions qui sont développées pour notre cerveau pour essayer de pallier en fait, à ses limites, ses capacités de traitement qui sont limitées. Donc, je vous ai parlé de mémoire de travail. Ces intuitions, elles sont efficaces, utiles et suffisantes dans de nombreux cas. En fait. C'est même comme ça que notre cerveau marche le plus souvent. Mais elles peuvent être mises en défaut dans plein d'autres cas. Et ça, c'était le jeu des psychologues depuis Kahneman et Tversky, ou même depuis Wesson. Et donc, les biais de raisonnement ont des conséquences importantes, je crois, dans la société de l'information. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cette recherche sur les fake news, et c'est pour ça aussi que on est sensible à ça. Et je pense que on commence à avoir un certain type de stratégie qui semble être intéressante pour minimiser en fait ce phénomène des fake news, même si les effets restent quand même à chaque fois pas extraordinaires, mais c'est quand même des effets qui peuvent être additifs, sont assez intéressants. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, donc vous avez compris que Daniel Kahneman était un peu l'un des pères fondateurs de ce type de recherche. Il a écrit un livre qui est traduit en français qui s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Si vous êtes vraiment encore plus... je cherchais des livres en français. Il y a Psychologie du raisonnement, ça c'est vraiment plus la psychologie cognitive. Et puis si tout ce que je vous ai dit sur les fake news vous intéresse, alors ça c'est en anglais malheureusement, peut-être il va être traduit. Il y a un livre qui vient de sortir de Sander van den Linden, qui est celui qui a mis au point cette idée d'inoculation. Et il a publié un livre qui s'appelle Foolproof. Voilà, et puis je vais présenter tous les sponsors. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Jérôme pour ce très intéressant exposé. On a le temps bien sûr pour quelques questions. Donc les discussions sont ouvertes. Oui, là. Qui veut poser une première question là-bas au fond, madame? Attendez. Non, c'est bon, allez-y, prenez le micro. Oui, bonjour. Moi, j'avais deux questions. Alors, effectivement, le fake news, c'est intéressant et caractéristique. Il y a deux domaines qui m'interpellent actuellement. C'est le domaine scientifique, où on a vu quand même, notamment dans le domaine médical, une espèce de... Je n'utilise peut-être pas le bon mot, je ne suis pas spécialiste, mais une espèce de biais où, à force de rerouter... Enfin, il y a une espèce d'idée que quand on a eu 3-4 personnes qui nous ont dit une chose, ça renforce sa véracité. Et notamment dans la recherche scientifique, on voit la multiplication des référençages d'articles qui conduisent à limiter les champs de recherche, voire même à faire des biais qui conduisent à des domaines scientifiques erronés. Donc c'est votre avis là-dessus. Et le deuxième aspect, moi, qui m'intéresse sur ces questions-là et de la recherche, c'est en matière de construction. En fait, c'est qu'est-ce qui va nous conduire. Parce qu'en fait, l'intérêt d'un raisonnement, c'est de conduire à une action ou à une inaction qui est un choix d'action. Or, aujourd'hui, le problème, moi, des fake news, comme le problème qu'on voit sur l'environnement, c'est finalement, si tout le monde se mobilise sur le fait qu'on crève dans 10 ans ou dans 50 ans, et s'il y a un débat scientifique, finalement, on finit tous par oublier que demain, on va crever. Mais tout le monde se bat sur le débat scientifique qui est fondamental, c'est savoir, alors je caricature, je suis un peu... Mais si c'est dans 10, 15 ou 20 ans, et finalement, au bout du bout, on arrive à une réalité comportementale, c'est que je doute de tout ce que je lis,
donc je ne fais rien. Je doute de ce que je vois, puis finalement les scientifiques ne sont pas d'accord, alors finalement je ne fais rien. Et je ne parle pas en termes politiques, je parle justement en termes d'études sur l'aspect comportemental, parce que le raisonnement c'est bien, mais c'est qu'est-ce qu'il y a derrière et quelles sont les recherches dans ces domaines. Voilà, j'ai dit, mais il y a peut-être autre chose. Pardon. 2 questions. Après, moi, je travaille sur le raisonnement. Je suis un psychologue sur le raisonnement. Je vais essayer de répondre en fonction de ma compétence. Ouais, alors la première chose, je pense qu'en fait, en fait, les biais de confirmation, ils ont toujours été là. En fait, ils ont toujours été là. C'est juste qu'en fait, ils sont extrêmement amplifiés maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à se mettre dans des bulles. C'est les 3-4 personnes, les 4-5 personnes, c'est même plus que ça, hein, parce que Twitter, Facebook, tout ça, c'est beaucoup plus de personnes qui pensent comme vous, en fait. Et enfin, je pense que c'est de l'expérience, si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup cette expérience. On a l'impression que le monde entier pense comme nous, sauf que en fait, c'est les personnes qui nous suivent, en fait, qui pensent comme nous. Donc tout le monde se met en fait dans la même bulle, et tout ça crée un espèce de biais de confirmation global, en fait, hein, qui permet d'amplifier en fait ce biais de confirmation. C'est vraiment le problème principal de tout ce qui est les médias sociaux. Et du coup, c'est effectivement important d'essayer de développer des stratégies pour essayer de sortir de ça, mais c'est pas facile parce que c'est des biais en fait. Donc on est attiré en fait par ce genre de choses. Alors je pourrais vous dire que peut-être que du coup vous allez sortir de la conférence, vous allez dire ah oui, je sais que j'ai ces biais, je vais pas y succomber. Mais en fait ça marche pas comme ça. Même moi, on les a tous en fait. C'est très très difficile en fait. Voilà. Mais après on peut quand même développer un certain type de stratégie. Donc il faut que je me rappelle les questions aussi. Le milieu, le fait que plusieurs médias ou personnes véhiculent la même information, on finit par y adhérer ou pas. Ouais. En fait, alors, ah oui, et puis j'ai oublié aussi, vous aviez un parti sur les articles scientifiques aussi. Bon, après, ça, c'est juste des observations aussi des scientifiques. En fait, ça fait partie du même phénomène. C'est-à-dire que si on est motivé, c'est ça, je parle des raisonnements motivés, si on est motivé pour propager nos opinions, bah, on peut effectivement le faire, chercher les articles scientifiques qui vont... Et en tant que scientifique, en fait, on est immunisé contre ça, en fait. Et en fait, même, enfin, je sais pas, Rémi, tu vois, je pense qu'on fait tous ça. C'est-à-dire qu'on regarde dans la littérature, on a une idée, on va essayer de voir, ah oui, non, mais qui est-ce qui montre que cette idée est vraie ? Qu'est-ce qui a trouvé la même chose que nous ? Ouais, c'est ça, exactement. On a du mal à se focaliser sur le reste. Et du coup, effectivement, dans le Covid, c'était beaucoup amplifié aussi par alors un phénomène qui s'appelle les préprints, c'est-à-dire les gens mettent leurs articles en ligne sans qu'ils aient été vérifiés, relus par des pairs, qui est notre système principal de fact-checking, en fait. Hein. En fait, c'est pas très loin de ça, en fait. Hein. Et du coup, il y a un peu de tout. Et effectivement, on peut utiliser ça comme argument pour essayer de convaincre, etc. On est toujours dans la même bulle. Après, pour action et inaction, en fait, je ne sais pas si les scientifiques ils sont si en désaccord que ça sur plein de choses. En fait, c'est plutôt l'articulation entre le scientifique et le politique. Par exemple, si vous demandez, je ne sais plus ce que j'avais vu, si si vous demandez sur le changement climatique, combien de scientifiques sont d'accord sur le changement climatique ? En fait, pratiquement tout le monde, en fait. Et les gens vont avoir tendance à dire est-ce que c'est 50%, 60%, 70%? En fait, non, c'est beaucoup plus élevé que ça, en fait. Il y a un consensus. On n'a pas des consensus tout le temps en science, mais il y en a plein où il y a certains domaines dans lesquels on a des consensus. Après, c'est l'articulation entre ça et l'action politique, en fait, en soi, évidemment. Et du coup, là, c'est un peu plus complexe. Après, je ne sais pas trop ce que je peux vous répondre spécifiquement dans ça sur... comment on fait ? C'est un peu pessimiste, en fait, vous avez été un peu pessimiste sur notre capacité à réaliser et à changer les choses. Mais en tout cas, je pense que les scientifiques sont de plus en plus, en tout cas, intéressés et veulent aller de plus en plus vers influencer les politiques publiques. En tout cas, présenter, en fait, les théories le plus
rationnellement et le plus objectivement possible. C'est ce que j'essaie de faire ici aussi. Donc bon, j'espère que tout ça va avoir des fruits, mais voilà. J'ai une question ici. Merci. Le micro du coup pour l'interprète peut-être. C'est bon, vous me voyez bien, j'ai pas besoin de me montrer devant. Mais oui. Alors juste, moi l'interprète, j'interviens. S'il y a une intervention en langue des signes, on ne la verra pas à distance dans l'enregistrement. Déjà, bonjour et merci pour toute cette conférence, c'était très intéressant. Je travaille en tant que médiateur scientifique moi-même et donc j'ai l'habitude d'aller chercher des informations et d'aller ensuite les expliquer à un public. Donc j'essaie de faire du fact-checking comme vous le dites. Et j'ai l'impression qu'il y a le filtre qui fonctionne vraiment bien, il y a le filtre émotionnel. C'est vrai que nous, on aime bien un peu les gossips, nous, en tant qu'êtres humains, et aller propager des rumeurs, des choses comme ça. Et que ouais, est-ce que c'est le filtre émotionnel qui va nous gérer, nous guider là-dedans? Et je ne sais pas si si on vient sur le système 2, on est moins dans l'émotionnel, et dans le système 1, on est carrément dedans. Est-ce que vous pouvez apporter un éclairage là-dessus? Ouais, donc typiquement, en fait, on va beaucoup rattacher les aspects émotionnels plutôt au système 1. C'est-à-dire c'est notre système intuitif, c'est notre système qui nous permet de résoudre plein de problèmes de façon intuitive en se basant sur nos intuitions et en se basant aussi sur nos émotions. En fait, les émotions, elles sont aussi extrêmement utiles, en fait. C'est pour ça qu'on en a, en fait. C'est toujours ça qu'il faut se demander quand on parle d'émotions. On a toujours parfois, on peut avoir une vision négative des émotions. On a de l'anxiété, ça va nous, etc. En fait, les émotions, elles sont là pour focaliser notre attention. Elles sont là pour nous avertir, en fait, quand il y a quelque chose sur lequel prêter attention, sur lequel éviter, etc. Donc, en fait, les émotions, c'est un exemple qui est assez intéressant d'intuition, de choses du système 1 qui sont extrêmement importantes dans le fonctionnement cognitif, dans le fonctionnement de notre cerveau, et qui peuvent, dans certains cas, nous induire en erreur, voilà, dans certains cas, dont certains que j'ai présentés ici. Et quelque part, en fait, par exemple, quand on repense au biais de cadrage, donc avec la maladie et les problèmes A, B, C et D, en fait, quelque part, on a une réponse qui peut être un peu parfois... Là, c'est proche des émotions, en fait. C'est l'idée de dire, je préfère sauver, en fait, des gens plutôt que de prendre le risque que tout le monde meure, etc. C'est un exemple assez typique de ça. Donc oui, typiquement, ça fait plutôt partie de notre système 1. Mais encore une fois, ça va dans le contexte général de ma présentation, c'est que le système 1, c'est pas un système néfaste, loin de là, en fait. C'est un système qui est extrêmement important, extrêmement intéressant. Il faut juste, effectivement, savoir le manier en fonction des contextes. Merci. Vous mentionnez que, par exemple, vous prenez l'exemple d'apprendre l'étape de mathématiques. Ça, on l'apprend, et après, ça passe du coup dans nos réflexes du coup, de raisonnement. Mais les biais cognitifs, d'où ils viennent en fait? Est-ce qu'on les apprend aussi dans les premières étapes du développement, ou est-ce que ça ne viendrait pas d'un truc inné, justement, qui remonterait à, je sais pas, la préhistoire ou des trucs comme ça? Question, oui, j'ai l'impression que ça ne marchait plus. En fait, je veux dire, s'intéresser à est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis, je pense que c'est l'une des questions au cœur d'à peu près
tout ce que vous pouvez avoir en psychologie de façon générale. Et donc, à mon avis, la réponse est un peu des deux. C'est-à-dire que vous allez avoir certains types d'intuition. C'est le système 2, on appelle ça système, mais en même temps, c'est un ensemble de... Vous avez utilisé le mot réflexe, je pense que c'est un très bon terme, en fait, hein, réflexe, intuition. Certains vont faire partie des choses qu'on a apprises à l'école, qu'on a apprises dans la vie de tous les jours, etc., qui peuvent se développer dans l'entourage quand on est enfant ou même plus tard, etc. Et on les a appris pour des bonnes raisons. C'est parce que, de façon générale, on a vu que ça marchait plutôt bien en termes de stratégie. Et du coup, et c'est peu coûteux en termes cognitifs, donc du coup, on va les utiliser. Après, lorsqu'on est sur des choses comme le biais de confirmation, par exemple, la question est ouverte. Je dirais qu'on est plutôt ici à un domaine où en interface, on peut tout à fait imaginer qu'on a, dans une certaine mesure, certaines de nos intuitions dans le système 1 sont là parce qu'elles nous sont données par l'évolution. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été conservées. On peut imaginer ça, hein, parce que elles sont bénéfiques à la survie. C'est en général la raison. Et ça peut tout à fait, et c'est tout à fait cohérent avec cette idée que ce système 1, c'est des intuitions qui marchent le plus souvent, qui sont rapides et du coup qui sont tout à fait utiles en fait. Donc, je dirais probablement un peu des deux en fait. Merci aussi beaucoup pour cette présentation vraiment passionnante. J'avais un peu la même question. Est-ce qu'on est tous égaux par rapport à ces biais cognitifs ? Est-ce qu'il y a des tests suffisamment robustes et reproductibles pour envisager des études génétiques de ces biais qui pourraient orienter vers des mécanismes, par exemple ? Ouais, alors c'est intéressant. À ma connaissance, il n'y en a pas. Donc effectivement, l'une des façons qu'on pourrait avoir il y a plusieurs façons, mais l'une des façons qu'on pourrait avoir d'essayer de répondre à la question de dans quelle mesure une compétence ou un biais est quelque chose d'inné ou d'acquis, ce serait de s'intéresser alors génétique, en tout cas par exemple des études de jumeaux sont typiquement utilisées pour répondre à ce genre de questions. Des études d'adoption aussi, on en fait moins maintenant, mais il y en a beaucoup dans les années 70. À ma connaissance, il y en a, on ne sait pas encore. On ne sait pas par exemple si la propension à utiliser plutôt le système 2 ou le système 1, quelle est on ne sait pas. Je ne peux pas donner une réponse à ça, et c'est probablement comme beaucoup en fait en psychologie cognitive, c'est beaucoup souvent très lié en fait. C'est des aspects environnementaux comme génétiques en fait qui contribuent à un comportement donné, et c'est probablement le cas aussi. Mais du coup, ce serait, je sais pas, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on peut avoir un peu plus de réponses sur ça. Pour l'instant, on ne sait pas. Oui, merci beaucoup. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand vous avez dit que toute cette histoire de cognition prenait place dans un contexte social, en fait, que c'était pas juste un homme tout seul qui réfléchissait. Ouais. Et finalement, je repense à ce que vous nous avez dit au début en disant que finalement, on disait toujours les biais cognitifs, que c'est pas bien, tatati. Et puis les réactions du public me font comprendre qu'on a vraiment envie de se soigner de ça, de guérir de tous ces vilains biais cognitifs. Ma question, elle est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un biais cognitif sur les biais cognitifs de se dire que c'est pas bien, et que finalement, tout ce qu'on dit sur la sélection naturelle, ça nous prouve bien que la balance entre 1 et 2, etc., elle se fait effectivement dans des conditions différentes, mais que la vérité logique n'est pas forcément plus intéressante à obtenir qu'un bon biais de confirmation entre 40 personnes qui vont vivre heureuses toute leur vie de croire au Père Noël, alors que les 2 autres auront prouvé en retournant la carte D qu'il était mort, quoi. Ok, donc en fait, on parlerait, nous, de méta-biais. Un biais cognitif sur un biais cognitif, ce serait un méta-biais. Hein ? La station de ski. Non, je ne sais pas trop... Je sais pas trop ce que je peux vous répondre à ça, mais j'ai pas fait l'éloge des biais cognitifs.
Si, quand même. En fait, le problème, en fait, c'est pas l'éloge du biais cognitif en soi. En fait, le biais cognitif, en fait, c'est une manifestation, en fait, d'un processus qui est du domaine de l'intuition. Ce processus-là, en fait, il est adaptatif et il est intéressant dans plein de cas, en fait. Voilà. Donc, du coup, mais le biais en soi, c'est une manifestation dans un contexte particulier. Le biais de confirmation en soi, il reste, il a des limites en fait en soi, puisque du coup, lui, en fait, il va nous pousser en fait à confirmer nos hypothèses, etc. Donc, il faut essayer de sortir de ça. Mais globalement, d'ailleurs, le programme de Kahneman et Tversky s'appelle biais et heuristique. Donc, en fait, on a un peu oublié cette notion d'heuristique, mais cette notion d'heuristique, en fait, ça va derrière cette notion d'intuition. C'est de dire de se faire une intuition rapidement. Faire une intuition sur plein de choses, en fait, sur le comportement des gens, sur plein de choses, en fait. Et c'est comme ça qu'on fonctionne au jour le jour, en fait, le plus souvent. Et, en fait, j'ai pas besoin de faire l'éloge nécessairement de ce type d'intuition. On ne serait pas là, en fait, si ça ne marchait pas. Elles sont là, en fait, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne, elles sont là parce qu'elles fonctionnent, en fait, parce qu'on arrive à fonctionner le plus souvent en société, parce qu'on arrive notre cerveau, il arrive à fonctionner, à avoir toutes ces intuitions. Voilà, c'est juste que dans certains contextes, ça peut nous poser quelques problèmes. Donc, les fake news en ont un. Et du coup, effectivement, ça peut être un problème dans certains contextes particuliers. C'est toute l'histoire en fait des biais de raisonnement, des biais cognitifs, de la démonstration de Kahneman et Tversky avec ses petits problèmes pièges, etc. Mais le biais de représentativité, par exemple, cette idée que on va se faire une image représentative à partir de l'information qu'on nous donne. Dans la plupart du cas, ça marche plutôt bien en fait. Et du coup, c'est plutôt intéressant parce que du coup, on se fait rapidement cette image-là. On n'a pas besoin d'engager notre cerveau, les ressources analytiques de notre cerveau. Et voilà. Et on arrive le plus souvent bien fonctionner. Bon, il se trouve que ces deux psychologues un peu taquins ont mis en évidence que si on présente ce type de problème particulier, on va mettre en évidence le fait que cette intuition s'exprime et que dans ce cas-là, ça va nous donner une réponse qui n'est pas la réponse logique attendue. Comme je vois que il est 20h01, il faut qu'on quitte la salle à 20h dans quelques minutes. On prend une dernière question, monsieur. Oui, merci, bonsoir. Donc vous avez parlé du système 1, du système 2, là, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Si j'ai bien compris, passer du système 2 au système 1, c'est la fonction d'apprentissage. Si j'ai bien compris, dans le système 2, le processus qui relève du système 2 consiste demande une grande mémoire travail. Et c'est cette mémoire travail qui est limitée, pour pallier à cette limitation, donc on chercherait à faire des automatismes, des réflexes. Non ? Oui, très bien. Alors, vous avez dit que si cette mémoire travail est limitée, si on est limité dans le processus qui relève du système 2, est-ce que l'action du cerveau qui procède du système 1 est infinie ou est-ce qu'elle est limitée aussi? Autrement dit, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut plus développer des automatismes, on ne peut plus apprendre de manière automatique un certain nombre de choses? Alors, il y a des grands cas de neuropsychologie qui peuvent vous permettre effectivement nous permettre de dire que si on a en tout cas certaines structures cérébrales qui sont endommagées, on va avoir, et je pense que Rémi est même beaucoup mieux placé pour répondre à cette question que moi, on va avoir des problèmes pour accéder à faire ces automatismes en fait. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est basé sur la mémoire. Tout à fait, c'est la mémoire procédurale. Voilà. Mais de façon générale, donc hors ce cas-là, en fait, la caractéristique principale du système 1 et des différentes intuitions heuristiques que je vous ai montrées, en fait, c'est que du coup, elles se font hors de la conscience du cerveau. Et en fait, je ne sais pas quelle est la limite de ça, en fait.
Personnellement, je ne sais pas, je ne saurais pas la mettre. Je ne pense pas qu'il y ait un scientifique qui puisse la mettre. On sait clairement quelle est la limite du système 2. Par contre, la limite du système 1, ben, il peut aller très loin en fait. Je pense qu'il peut aller très loin. Donc, c'est aussi un de ses avantages. Hein. C'est aussi un de ses avantages. On peut prendre encore... Merci à vous. Merci.